grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quelle solution à la crise du carburant au Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Depuis des semaines, Bamako et plusieurs localités du pays font face à une pénurie de carburant. Cette situation a poussé certains Maliens à garer leurs véhicules pour emprunter les transports en commun. Cette crise découlerait du blocus imposé sur les axes routiers par des groupes armés. Certains accusent aussi les opérateurs pétroliers de rétention et de spéculation. Face à la situation, le gouvernement a adopté un plan de réponse. Sera-t-il suffisant? Quelles solutions pour les consommateurs? Comment résoudre les problèmes sécuritaires sur nos axes? Nos invités sont au nombre de 2. Cheikh Abdulkader Fofana, membre de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Madou Sissé, maître de conférence en microéconomie. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Cheikh Abdelkader Fofana, on va commencer avec vous. Depuis quelques jours, à Bamako et plusieurs localités du pays sont plongées dans une crise de carburant. Comment expliquerez-vous cette situation? Merci beaucoup de l'invitation. Hélas, c'est dommage qu'on ait face à une telle situation dans notre pays. Mais au niveau des consommateurs, nous avions que ce n'est pas forcément une surprise. On a pensé, on a élaboré des scénarios. En son temps, on a averti qui de droit. Mais j'avoue que c'est une pénurie qui fait mal, qui touche à tout le monde et qui touche fondamentalement l'économie. Et voilà, la solution sera trouvée. Quand vous dites que ce n'est pas une surprise pour vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'était prévisible? Qu'est-ce qui était à la base qui fait que vous faites dire que ce n'était pas une surprise pour vous? Bon, on se dit que ce n'est pas une surprise parce que depuis un certain moment, on a attiré l'attention sur les réseaux sociaux qui ont essayé de se servir du fait qu'on brûlait les citernes pour présager de cette situation. Ensuite, on a averti un certain nombre de consommateurs pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut rencontrer les autorités pour échanger avec eux. Après, on a vu aussi, parce qu'on essaie aussi d'être prévoyant souvent, les élections qui venaient à nos frontières, où nous allons chercher du carburant. On se dit qu'est-ce que ça ne va pas poser des problèmes quand on va chercher du carburant dans ces endroits. Le fait que ce peut qu'il y ait des files d'attente, ce peut qu'il y ait des vandales qui essaient de voir comment on peut empêcher les élections dans ces endroits et quelle crise ça peut amener. Voilà, c'est une série de suppositions, l'un au bout de l'autre, qui peut permettre de penser à des sujets comme ça. Quand vous dites que vous avez alerté qui, par exemple? Bon, on a alerté d'abord les consommateurs, un certain nombre de consommateurs, pour voir comment on va faire maintenant pour que les autorités comprennent à quoi on veut venir ou à quoi il faut s'attendre. Parce que vous savez, au niveau des consommateurs, on se parle entre nous. Dès qu'il y a un problème qui se pose, on le signale, on en échange. Et chacun essaie à son niveau de voir comment on peut endiguer la situation, comment on peut passer à un certain nombre de choses. Donc depuis le début de la crise de pénurie de carburant, vous n'avez pas eu contact direct avec les autorités? On a eu contact, mais pas de façon formelle, malgré qu'on a écrit, et on connaît leur agenda. Vous savez, les agendas des autorités, je n'aurais pas voulu être à leur place aujourd'hui. C'est des agendas souvent super bookés. La rentrée scolaire, je l'ai déjà dit, les élections dans la sous-région, et un certain nombre de situations au Mali qui font que, je ne dis pas que c'est débordant, mais ça amène les gens à se focaliser sur un certain nombre de choses, surtout les réseaux sociaux ne facilitant pas, l'extérieur aussi n'aidant pas. Je ne vais pas parler des politiques, c'est vrai qu'on dit qu'ils n'existent pas,
Mais toujours dit qu'on le dit très souvent que voilà, donc c'est-à-dire ça veut dire que un chef de village, quand on est élu, c'est à vie. Dans notre pays, le chef de village, c'est à vie. La chefferie ne change pas. Depuis des lustres, c'est les Nyaré qui sont chefs de village. J'aurais voulu que le chef de village Nyaré me donne sa place aujourd'hui, mais je ne l'aurais pas. Donc, parce que ses enfants s'attendent à ça. C'est pour ça qu'on dit que Koro, quand il est vieux, si vous l'enlevez, ce n'est pas une élection qui l'enlève. Et si vous l'enlevez, il peut tout faire pour que ça ne marche pas après lui. D'accord. C'est un proverbe bambara. D'accord. Madou Cissé, vous êtes maître de conférence en microéconomie. Fofana disait tout à l'heure que ce manque d'approvisionnement de carburant au Mali n'était pas une surprise pour eux. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ce n'est pas une surprise? Merci beaucoup, monsieur Maguin. Merci. Bonsoir à mon frère Fofana, co-débatteur. Moi, je ne peux pas dire que pour moi, ce n'est pas une surprise. Pour moi, c'est une surprise. Parce que je n'ai pas vu cette situation venir. Mais d'un point de vue économique, la situation, nous pouvons l'analyser à l'université. Moi, on peut donner notre point de vue. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a cette situation? Cette situation, elle est le résultat du blocus, comme vous l'aviez dit dans vos propos liminaires, imposé depuis le 3, je crois, depuis le 3 septembre. Et elle vient économiquement à la suite de quoi? À la suite de l'inadéquation entre, d'un côté, l'offre d'hydrocarbures, spécifiquement l'essence, parce que c'est la reine de la situation, et de l'autre côté, la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? En mettant le blocus et en mettant en place des menaces, les bandits armés réussissent à faire sortir de l'offre beaucoup de frères, à savoir des importateurs. Et donc, les importateurs diminuent d'un côté, ce qui fait que l'offre va diminuer, et de l'autre côté, la demande est restée inchangée. Et donc, il va y avoir une supériorité de la demande d'hydrocarbures par rapport à cette offre-là. Et donc, ce gap-là, c'est ce que nous appelons pénurie. Et maintenant, les solutions, je crois, on va en parler. Et les impacts, on en parlera. Voilà la situation. Mais parlant d'impact, quel impact une journée sans hydrocarbures, quel est l'impact économique sur le pays? De manière chiffrée, pour le moment, on n'a pas assez de recul pour pouvoir donner ça, mais de manière sur la base des théories scientifiques qui existent. Parce que déjà en 2021, en juillet 2021, j'ai fait un papier avec un jeune collègue, Dr Falengue, sur le marché du carburant au Mali, pour d'abord essayer de fixer un peu les bases économiques de ce produit. Est-ce que le produit est un produit de première nécessité ou un produit inférieur, etc. On est arrivé à la conclusion qu'effectivement, le gasoil est un produit inférieur, parce que les élasticité revenus c'est un peu technique, étant un peu négative, mais la demande et du gasoil et du supercarburant sont des demandes typiques qui répondent aux caractéristiques normales d'une vraie demande, mais en réalité, elles sont aussi élastiques. Ça suppose quoi? Que quand on touche au prix, la demande s'effondre un peu. Donc dans cette situation-là, l'impact qu'il faut voir de manière automatique, c'est d'abord le fait que les agents économiques n'arrivent pas à se déplacer. Et n'oublions pas que l'essence, ou encore le carburant tout court, est une colonne vertébrale de l'économie. Donc en touchant à l'essence, on touche à tous les secteurs de l'économie. Et donc, on contracte la production parce que, simplement, les productions ne peuvent pas se faire pour la simple raison que les usines ne peuvent pas tourner, les producteurs ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais il y a aussi des impacts cachés qu'on ne voit pas de but en blanc. Quels sont ces impacts cachés que la théorie met toujours en évidence, c'est-à-dire la littérature scientifique met en évidence, c'est le fait que cette rupture-là, cette pénurie va créer ce que nous appelons
2 niveaux de gaspillage de ressources. Le premier niveau, c'est le niveau du gaspillage de la première ressource d'un pays, à savoir le temps de travail. Parce que qu'est-ce qu'on constate avec cette nouvelle donne? Les travailleurs, la population active, passent plus de temps devant les stations que dans leur lieu de travail. Ça, c'est un gaspillage. Pour le moment, on ne peut pas le chiffrer. On n'a pas de recul en termes de chiffres, comme je le disais. D'accord. Quand Fofana disait tout à l'heure que cette situation n'était pas une surprise pour eux, il y avait à un moment donné, des groupes armés se sont exprimés sur les réseaux sociaux, proférant des menaces sur le carburant. Et est-ce que les autorités n'ont pas minimisé peut-être ces déclarations de ces groupes armés qui disaient qu'ils vont mettre du blocus sur les axes routiers? Non, je ne pense pas, parce qu'ils ont l'habitude de le faire ailleurs. C'est maintenant que les autres villes du Sud prennent un peu la dose. Mais il y a des localités du Mali qui vivent dans ça depuis au moins depuis des années. Vous voyez un peu, donc les autorités ne peuvent pas minimiser. Mais simplement, la logistique est telle qu'il est très difficile, d'un point de vue, je ne suis pas militaire, mais j'imagine, très difficile de sécuriser tout un convoi de citernes. Parce que il a fallu que des premières citernes soient brûlées pour que les autorités prennent des dispositions de convois. On a vu des convois qui sont arrivés sains et saufs, des convois qui ont été attaqués également en cours de route. Oui, mais même un convoi qui est, comment dirais-je, convoyé de manière avec des moyens d'escorte aéroterrestre peut être attaqué. C'est pas ça. Je ne pense pas que cela soit un problème. Mais le véritable problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que la chaîne ne soit pas interrompue de manière définitive. Et je crois que les autorités ont compris, elles sont dans cette dynamique. Ces aspects sont, je crois, pris en charge déjà. Et j'imagine que ça sera un mauvais souvenir dans les jours à venir ou sinon les mois à venir. D'accord. Il disait tout à l'heure qu'une journée sans essence peut étouffer toute une économie. Est-ce que, quand vous dites que cette situation n'était pas une surprise, vous faites référence au discours prononcé par certains groupes armés sur les réseaux sociaux? Et un tout petit peu, parce que les groupes, moi je trouve c'est des beaux parleurs. Ils ne parlent pas pour parler, mais ils essaient de s'aimer la peur. Vous savez, la peur peut vaincre tout. Et si vous entrez avec la peur dans un van, dans une salle d'examen, soyez sûr que vous n'allez pas réussir. Vous allez sur une table d'opération avec la peur de ne pas sortir de l'opération, vous n'allez pas sortir. Et en jouant sur la peur, les réseaux sociaux, j'en ai parlé, je pense que c'est eux qui ont contribué à s'aimer la graine. Les autorités n'ont pas de vie parce que ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, ce n'est pas la première fois le Mali a reçu du carburant du Niger. Il y a un stock aussi national de sécurité qui existe. En jouant sur la peur, des populations se sont mis, des consommateurs se sont mis, j'ai dit des populations, j'ai pris un petit groupe, à essayer de créer, d'attiser cette crise pour mettre du carburant à côté, pour essayer de faire de manière à ce qu'en cas de pénurie, ils puissent s'en sortir. C'est toujours la peur qui crée ça. Donc vous accusez le comportement de certains consommateurs? J'accuse un peu, oui. Un peu, pas seulement les consommateurs, parce que c'est les consommateurs, parce que c'est des Maliens. Je pense que c'est pas les accuser en tant qu'accusés. Je pense que c'est la peur. C'est la peur qui est allée chez les gens, qui est allée à ce risque. Mais il a dit quelque chose qui est fondamental sur l'économie. Je donne l'exemple de la médecine. Vous programmez une opération. L'opération commence et il n'y a pas de carburant. Les séries de laboratoires d'analyse qui sont chez nous, ils engagent des analyses tous les jours, toutes les secondes. C'est des bouteilles qui sont mises, des éprouvettes qui sont mises pour analyser. En cas de coupure de courant, le gars a pris votre argent, il va vous donner un résultat. Mais est-ce que le résultat reflète réellement votre état de santé? Le résultat qui va en sortir
Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Qu'est-ce qui sera tiré sur ça? J'avoue que tout ça, c'est la conséquence de la peur. D'accord. Afin de soulager les populations éprouvées par les difficultés d'approvisionnement, le gouvernement annonce avoir adopté un plan de réponse sur le court, le moyen et le long terme. Pour vous, ce plan est-il efficace? Moi, je pense que le plan est efficace parce que le gouvernement maîtrise les besoins en matière de carburant. Donc, je crois qu'il y a même un stock national de sécurité. Je ne doute pas de là. Et je ne souhaite pas aussi qu'ils soient pris par la panique, comme la population lambda, qui essaie toujours d'avoir un petit bidon qui est rempli à côté. Sans oublier ces populations lambda, je suis allé à l'intérieur, qui ravitaillent, je ne dirais pas des djihadistes, qui les ravitaillent avec le carburant. Donc, ce qui fait que, une fois que la peur sévit, une fois que la peur réussit, ça ne force pas le programme du gouvernement. Mais ça fait qu'on prend une certaine attitude en n'ayant pas, le gouvernement ne communiquant pas. On prend une certaine habitude à vouloir se constituer un stock. Et ceci mis bout à bout fait que tout le monde panique et tout le monde essaie de mettre un peu de carburant à côté. D'accord. Alors, quelles peuvent être les solutions dans l'immédiat pour éviter un arrêt de l'activité économique du pays? D'abord, moi je voudrais parler de l'efficacité à laquelle il faisait allusion avant de revenir un peu sur ce que vous avez dit. Moi je ne trouve pas que la stratégie d'approvisionnement soit efficace. Je ne trouve pas, contrairement à M. Fofana. Non, mais parce que je me base un peu sur tout ce qui est littérature scientifique. Parce que déjà, le marché du carburant, comme j'avais dit, nous avions ausculté ça en 2021. Le marché du carburant est un marché de concurrence monopolistique. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a des acteurs qui ont des pouvoirs sur ce marché. Et donc, quand les acteurs ont des pouvoirs, c'est-à-dire les vendeurs ou encore les propriétaires de stations ou les importateurs ont des pouvoirs, ça veut dire que l'État peut intervenir sur ce marché. Et déjà, l'État intervient en temps normal à travers des prix plafonds, etc., etc. Mais quand il y a la crise, l'État, je crois, a été happé un tout petit peu par l'approvisionnement, l'aspect approvisionnement. Il faut que j'amène du carburant dans le pays. Et je crois que l'État a vu seulement, j'imagine, juste cet aspect-là. Mais une fois que le carburant est sur le territoire, derrière, qu'est-ce qui se passe? La régulation fait défaut à ce stade, sur la base de tout ce qui existe comme littérature scientifique. Tous les pays ont connu des situations de ce genre, en temps de guerre, en temps de soubresaut, etc. Et en ce moment, l'État doit montrer qu'il peut gérer toute la scène depuis les ports d'Abidjan ou encore de Dakar jusque dans le réservoir du consommateur final. Comment? D'abord en rationnant. La théorie est un peu plus claire. Il faut que l'État se mette dans une situation de rationnement du carburant. Concrètement, d'abord, le rationnement doit être fait au niveau des stations d'abord. En désignant, je crois, il doit y avoir dans ce pays un service qui a une cartographie exacte de toutes les stations de nos grandes villes. Par exemple, on prend la ville de Bamako, on prend toutes les stations sur une carte, toutes les stations doivent être sur une carte, et l'État doit décider quelle station doit avoir quelle quantité de carburant. Premier niveau de rationnement. Ce n'est pas parce qu'il y a une société qui a amené, parce que l'État a mis en place tous les moyens aéroterrestres pour que le carburant soit sur le territoire, et l'État ne doit pas s'y retirer une fois que le carburant est sur le territoire. L'État doit maintenant rationner à ce niveau, premier niveau. Et le second niveau de rationnement, c'est au niveau des utilisateurs finaux, à savoir les ménages et les entreprises. Par exemple, on a vu, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que avec la pénurie, il y a eu ce qu'on appelle les anticipations. Et surtout, ce sont des anticipations autoréalisatrices. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis,
si je n'ai pas beaucoup de carburant dans mon véhicule, peut-être demain, il y aura une pénurie. Et demain, il va y avoir la pénurie. Pourquoi? Parce qu'on se rue. Donc, vous parlez des solutions à long terme. Maintenant, moi, je parle plutôt des solutions dans l'immédiat aujourd'hui pour éviter l'arrêt économique du pays. Parce qu'on voit beaucoup de véhicules qui sont arrivés, mais malgré cela, il y a encore un manque oui, de mais carburant. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Tant que l'État ne rationne pas, tout de suite, le rationnement, c'est juste à travers un décret, un papier, je crois que les juristes trouveront la meilleure formule, c'est de dire, par exemple, que à partir de demain, tous ceux qui ne font pas des activités de production, par exemple les ménages et autres, qui vont chercher du carburant à moto, vous ne dépassez pas 2000 francs. On ne remplit plus de bidons dans ce pays-là. Et en plus de ça, les véhicules, vous avez 10 000 francs de carburant par jour maximum. Ça a été déjà annoncé? Oui, même si ça a été déjà annoncé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que ça soit respecté? Et là, l'État doit savoir qu'il doit mettre en place toutes les incitations nécessaires. C'est pour cela que j'ai parlé de la cartographie. En mettant le carburant dans des stations qui sont distantes peut-être de 10 km, 15 km, j'ai quel intérêt de faire la queue devant une station pour avoir 10 000 et après aller prendre 5 heures ailleurs encore, etc., et parcourir 10 km pour pouvoir pour pouvoir avoir du carburant. Donc ça fait qu'en sorte automatiquement, la pénurie, qui est une pénurie à mon avis ressentie, va être plus faible par rapport à la pénurie réelle. Et en ce moment, toutes ces situations-là peuvent être résolues. D'accord. Je pense. Fofana, y a-t-il d'autres alternatives pour décanter la situation? L'alternative, je pense que moi j'ai confiance aux propositions du gouvernement parce que je sais qu'il dispose d'un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Donc je pense que pour décanter la situation, ce n'est pas un problème. Dans la situation actuelle, la peur joue un grand rôle. Je ne trouve pas qu'il y a une... La pénurie, c'est quoi? C'est un manque. C'est que ça n'existe pas. Mais le carburant existe. Où? Il est terré quelque part. C'est des gens. Il y a des gens qui je ne dis pas qu'ils les prennent en otage, mais on ne peut pas dire qu'on a donné telle quantité à telle station qui n'en ont plus. C'est des gens, expliquez-vous concrètement, c'est des gens... Je parle de ceux qui vendent le carburant. Le problème du carburant au Mali, je crois que cette situation on est passée par... Tout le monde a connu le problème d'EDM. Vous parlez des pétroliers? C'est difficile de dire de non, parce qu'en disant des noms, tu accuses sans preuve. Mais ce que j'ai dit par rapport au stock qu'il y a et au stock qui rentre tous les jours et qui n'a jamais cessé d'arriver. Je me rappelle une phrase célèbre du Premier ministre qui dit que même s'il faut qu'on aille chercher avec la cuillère, on va aller chercher. Donc ce n'est pas que l'État ne cherche pas. Ce n'est pas que l'État ne fait pas rentrer. Mais pour qu'on prête l'attention maintenant aux citernes qui rentrent maintenant. C'est parce qu'il y a cette crise. Mais vous pouvez me dire que les citernes ne rentraient pas avant. D'accord, il demande la parole pour réagir. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que tant que l'État n'intervient pas au niveau des stations à travers un rationnement, il va toujours avoir un manque parce que les gens sont dans cette anticipation-là. D'accord. Pensez que les propriétaires de stations gardent le carburant. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'en longueur de journée, les stations tournent H24. C'est simplement que tous les consommateurs sont au-delà de leur possibilité normale de consommation. D'accord. C'est ça. Ça dit, prenez les véhicules dans ce pays-là. Tous les véhicules sont pleins. D'accord. Qui, avant la crise, dans ce pays, partait à la station, faire le plein. On va lui donner le temps d'aller au bout de ces... Voilà, je disais que... Bon, heureusement que nous, on ne se laisse pas vaincre par cette peur-là. C'est cette peur de vouloir... La peur crée un chaos. Ça, je vous dis, c'est extrêmement important. Et même si c'était le cas, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on essaie d'analyser les affaires, les efforts que les autorités font. Ils font de gros efforts. Vous ne voyez pas, mais nous, on sait. On a demandé, on sait. Et quand j'ai parlé des stations, les stations sont ravitaillées. Il y a un certain nombre de faits qui ont montré qu'il y avait même des... D'accord, quand vous parlez, vous dites qu'il faut vaincre la peur. Faut-il ouvrir donc une porte de négociation avec les groupes armés qui s'attaquent aux citernes de carburant? On n'a pas négocié avec les groupes armés. Les négociations, là, ça ne sert à rien.
ils font leur travail de SAP et le gouvernement aussi doit savoir la réplique à donner à cette SAP. Cela est très clair. C'est comme les gens qui prennent le carburant et qui les mettent dans des bidons. Alors, pour vaincre cette peur dont vous parlez, quelle est la solution immédiate aujourd'hui par rapport à ça? La solution immédiate, elle n'est pas à un seul niveau. C'est presque à tous les niveaux. Je prends l'exemple du consommateur. Le consommateur lambda qui consomme du carburant. Est-ce la peine de faire un stock à la maison? Parce qu'en faisant le stock à la maison, ça crée un afflux, un fait que, comment on appelle ça? Ça crée le fait que les gens, chacun va vouloir faire un approvisionnement à la maison. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça n'aboutira pas au résultat qu'on cherche. Le résultat qu'on cherche, c'est d'abord les choses qui sont apaisées. C'est que les besoins sont satisfaits. J'ai cité le cas de EDM. Quand EDM avait des problèmes de carburant, on a tous vécu, ce n'était pas plus difficile que maintenant. Il y avait beaucoup plus de besoins en carburant que maintenant. Maintenant, c'est à partir d'une certaine panique, d'une certaine peur, et d'un certain nombre d'images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, qui ont continué à augmenter, à accentuer cette crise-là. Cette crise qui n'est pas réelle, qui est plus ou moins virtuelle. Et cependant, le gouvernement n'a pas dérogé à son apport de carburant. D'accord. Alors, comment résoudre le problème sécuritaire donc, sur ces axes routiers afin de ravitailler le pays? Le problème sécuritaire est un peu délicat à trouver une solution parce que je ne dispose pas de tous les leviers. Mais ce que je me dis, c'est que la sécurité, elle doit provenir du gouvernement. Je crois que si chacun se met à renseigner les poches d'insécurité qu'il y a, je pense qu'on peut trouver la solution. Mais si les poches d'insécurité sont entretenues par les populations elles-mêmes, qui savent et bien qui ne le dévoilent pas, on le dit à Mamara, que bien qu'Alaïna, c'est une de bien qu'Alaka. D'accord. Il estime qu'il n'est pas nécessaire de négocier avec les groupes armés qui bloquent les axes routiers afin de ravitailler le pays. Alors, quelle est la solution qu'il faut aujourd'hui? Oui, mais moi je rappelle quand même à M. Fofana que toute guerre finit autour d'une table. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut quand même négocier pour que les axes soient libérés. Mais dans la mesure où nous sommes maintenant, comparativement à, si on fait un peu, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Vous estimez qu'il est nécessaire de négocier? Mais tout qu'on fait, on va négocier, tôt ou tard. Parce que c'est pas possible militairement. Alors, de terminer tout ça. Qui pour mener ces négociations? Mais les autorités sont là pour mener. C'est à elles de prendre les décisions. Mais ce que je disais, vous ne m'avez pas laissé terminer un peu, je vais finir. Ce que je disais, présentement, nous sommes en position de force. Par rapport à il y a juste 2 ans, 3 ans. Et sinon, il y a 10 ans. On est vraiment en position de force. C'est maintenant, moi je pense que c'est le moment d'aller vers une négociation pour que ces routes soient libérées afin que les activités reprennent leur cours normal, quoi. Je pense que c'est le chemin qu'il faut emprunter. Tôt ou tard, on ira négocier. Où et quand, je ne saurais pas. Se mettre sur quoi? J'ai pas compris. Se mettre sur quoi? Sur quoi on peut se mettre d'accord? Mais instaurer la paix dans ce pays. C'est aussi simple que ça. Comment instaurer la paix? Il n'y a pas 36 000 solutions. Parce que sans paix, tant qu'il y a des gens armés, quel que soit leur nombre, il n'y aura pas de paix. On ne pourra pas aller dans une dynamique qui n'a infinie de guerre. Mais je suis sûr que les autorités sauront trouver les leviers nécessaires sur quoi il faut appuyer pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'on doit le faire demain ou après-demain ou dans 5 ans, 3 ans? Mais tout qu'on fait, la logique, c'est la négociation. En attendant, les populations vont continuer à souffrir? Les populations ne continueront pas à souffrir si, comme je l'ai dit, l'État, les autorités continuent de gérer de bout en bout tout l'approvisionnement. Il faudrait que les autorités aillent jusqu'au niveau des stations, au niveau des derniers consommateurs, et réguler comme ça s'est fait un peu partout dans le monde, et comme la littérature scientifique le met en évidence. Pendant les périodes de crise,
sur les marchés des biens et services qui n'obéissent plus au fonctionnement normal des marchés, l'État doit intervenir et montrer qu'il est le plus fort. Et en ce moment, en régulant de la production jusque dans les assiettes, vous allez voir qu'il y aura moins de pénuries virtuelles, comme il a dit, et plus de pénuries réelles. Et en ce moment, les anticipations vont diminuer et vous allez voir qu'il y aura une demande qui sera satisfaite. D'accord. En 30 secondes, quelle est la meilleure réponse aujourd'hui à cette crise? La meilleure solution à cette crise, c'est d'abord de ne pas penser qu'on est en guerre. La guerre, c'est en 2 pays. La guerre, c'est en 2 pays. Vous avez parlé, on est en guerre avec qui? Je ne vois pas très bien. Ils négocient avec qui? Les terroristes, c'est qui? C'est ça le problème. Je ne dis pas que ça n'existe pas. On est dans une situation où on a des problèmes. Mais je n'irai pas jusqu'au mot guerre. Je trouve que notre situation n'est pas confortable, mais on peut trouver la solution. On peut trouver la solution ensemble et les gens y réfléchissent. Mais ce que j'ai dit, c'est que le mal se trouve en nous-mêmes. Si on accepte de l'extirper, on peut bien l'extirper. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur quelles questions à la crise du carburant au Mali. Et nous étions avec Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'association des consommateurs du Mali à Skoma, et Madou Sissé, maître de conférence en microéconomie. À la présentation, c'était Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat.